Nouvel épisode d'envergure. Bienvenue à tous. Vous connaissez le concept. On a choisi un joueur. On va faire son scouting report. On va étudier son jeu dans les moindres détails. On a choisi un candidat très sérieux pour la draft 2021. Un homme qui sait shooter. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est tout simplement à 51% à 3 points cette saison et 41% en carrière. À Gonzaga, c'est un coéquipier de Joël Ayayi, notre Français. C'est Corey Kispert qui sera le centre de notre attention pour ce podcast. Et pour cela, pour le Scouting Report, nous avons Ben, nous avons Alan, nous avons Romain. Salut messieurs. Salut Alex. Salut Alex, j'ai décidé de caler mon son un peu sur le tien. Alors là, écoutez, j'ai changé de zone géographique, donc le son, c'est pas ma faute. De toute façon, je parlerai le moins possible. La parole est aux experts. Et évidemment, l'expert de la zone dans notre data team, c'est Julien qui est avec nous. Salut Julien. Salut. Sur West Coast, quoi. Ouais. C'est notre Tupac à nous. Voilà. Est-ce que tu es West Side till you die, de façon à ce qu'on puisse vraiment faire la comparaison jusqu'au bout avec Tupac? Écoute, je mets surtout le bandana quand je sors en ce moment parce qu'il fait froid, mais... Sortez masqué, surtout sortez masqué. Voilà. Sortez masqué, prenez soin de vous. C'est parti, Envergure, épisode 5, saison 4. Alors, on commence avec une présentation du joueur. Et là, qui de mieux que Monsieur Punchline, qui a un meilleur micro que moi ce soir. Mais Romain Leroy, est-ce que tu peux me dire qui est Corey Kispert en quelques lignes? En quelques lignes, c'est un joueur qui vient de ce grand état du Washington, qui est originaire de Seattle. C'est un artilleur, un artificier, ce que vous voulez. C'était un spécialiste du tir longue distance, qui présente, ma foi, des stats très intéressantes, puisque c'est autour des 50% à 3 points cette saison. Capable de clairement mettre le feu un jour où il met dedans, avec on va dire une palette technique, ma foi, assez développée. S'il n'est pas unidimensionnel uniquement sur du spot-up, il est capable d'être agressif et de faire des choses dans différentes situations, que ce soit sur des sorties d'écran, sur du pick and roll un petit peu, même s'il faut vraiment, comme sur les mains à main, de la ligne droite pour attaquer le cercle. Son bagage technique est intéressant, même dans l'attaque du cercle, le travail d'appui, mais il a quand même pas, c'est pas un grand amateur de contact, vous voyez, si on peut le définir comme ça. Très intéressant dans le jeu sans ballon, mais le jeu de Gonzaga s'y prête beaucoup. Il y a un jeu de coupe et tout un travail à l'opposé qui fait qu'il trouve quelque chose sur des coupes et sur des tirs dans la peinture grâce à ça. Forcément le défenseur de l'année, mais fait des efforts malgré tout. C'est un joueur qui bien. C'est un joueur que t'aimes bien. Bon, c'est parfait. Ouais. Alan, est-ce que tu peux me donner un peu le profil physique, le portrait physique de Corey Kispert, puisque là on a eu le profil technique statistique. Ouais, c'est un ailier, quoi. C'est un ailier, il fait plus de 2 mètres. Il a pris un peu de poids et il s'est un peu musclé par rapport au. Je me rappelle quand on le voyait avec quand il y avait Hashimura, Clark et tout, il était déjà titulaire avec Gonzaga et il était un peu plus frêle. Là, il a bien bossé, ça se voit. Je crois il a rentabilisé son confinement là-dessus. Mais ouais, ça sera pas, comme l'a dit Romain, ce sera pas un grand défenseur, mais il a pas des soucis morphologiques ou physiques comme pour vraiment se faire être une plaie ou être un joueur qui pourrait pas défendre en NBA. Il pourrait faire le strict minimum, des aides, des choses comme ça, sans vraiment se faire totalement cibler. Bon. Nous allons commencer sa description. On ira un peu plus tard sur quel est son rôle dans le collectif de Gonzaga, qui est la meilleure équipe du pays, classée numéro 1 au moment où on parle. Évidemment, les aspects psychologiques, les aspects un petit peu secondaires de son jeu. On parlera de sa défense, on parlera de son jeu sans ballon. Mais d'abord, le tir et là, j'aimerais avoir d'abord Julien là-dessus. Les tirs, au niveau du tir, qu'est-ce que tu peux me dire de Corey Kispert, à part les pourcentages qu'on voit qui sont exceptionnels?
Il prend beaucoup de shoot en catch and shoot, quoi. Son truc, c'est le catch and shoot. Et il est très vite sur ses appuis. Ça part très vite aussi. Il déclenche très vite son shoot. Et voilà, donc sa grande force au shoot, c'est le 3 points en catch and shoot, je pense. Et par contre, ça part bas, en fait, moi, je trouve. Je trouve qu'il... Enfin, bas. Ça part devant le visage et ça finit pas forcément très haut. Mais moi, je trouve qu'il va très vite. Après, Romain, peut-être que... Romain, sur les Ouais. aspects, on va dire, mécaniques. La mécanique, non, ouais, la mécanique, je trouve qu'il est bon. Alors, c'est stable, c'est équilibré. Ça part effectivement d'un petit peu bas. Ça pourrait effectivement finir un peu plus haut. Mais j'ai envie de dire, attention, elle arrive. On va pas non plus couper les cheveux en quatre, dans le sens où quand on tire dedans à 50%, bon, à un moment, on va arrêter d'être exigeant, quoi. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord sur l'analyse technique stricto sensu, mais je suis en roue libre, hein, je suis désolé. Je suis désolé pour l'analyse, mais derrière, ouais, ça pourrait lever un petit peu plus. Il n'est pas forcément toujours en extension complète, mais bon, pour moi, il y a une vraie maîtrise. C'est un joueur qui est expert du tir, donc il y a peut-être un petit quelque chose à gratter là. Mais quand on est déjà à 50% à 3 points sur le volume de tir qu'il a en 10 matchs, bon, voilà, on va me jeter des pierres si je chipote de trop. Donc, non, 6 tentatives par match. Ben, est-ce que tu as vu des choses au niveau de la progression de son tir? Alan parlait, pardon, de l'époque où il jouait avec les Brandon Clark et consorts, Henri Hachimura. Est-ce que tu as vu une évolution chez Corey Kispert? Ouais, pour moi, chez Corey Kispert, ce que j'ai vu comme évolution, c'est... excusez. non, c'était moi. Ce que j'ai vu comme évolution chez Corey Kispert, c'est sa capacité à tirer dans différentes situations. Julien parlait de son tir qui part un peu bas, oui, mais il est capable d'adapter à la situation. Moi, je l'ai vu plusieurs fois être capable de prendre un dribble, prendre un pas de côté, puis de battre son homme de cette façon-là. Il peut sortir maintenant, il peut shooter en sortie d'écran, il peut shooter en catch and shoot. Il n'est pas encore vraiment capable de créer son propre tir, mais je ne crois pas personnellement que ça importe parce qu'on lui demandera jamais ça en NBA. 93% de ses 3 points viennent d'un catch and shoot cette saison, 85 l'année dernière, 93 l'année d'avant. Bref, c'est beaucoup de catch and shoot au niveau du volume, mais Alan, ce que disait Ben est intéressant sur les types de tirs différents qu'on va devoir prendre au niveau du dessus. Il y a ce côté je feinte, et je fais le dribble de côté et j'arrive à rester équilibré, j'arrive à faire tout ça rapidement pour déclencher mon tir. Ouais, complètement. Et complètement capable de bien se rééquilibrer, capable de aussi déclencher très vite quand la passe est haute. On lui fait une passe haute dans le corner, direct ça part. Pas besoin de... Des fois, il y a des joueurs qui redescendent le ballon pour avoir un geste. C'est hyper rapide, c'est hyper beau. Ouais, de toute façon, on le répète, hein, c'est un expert du catch and shoot. En sortie d'écran, il est pas mal. Et surtout, il est pas mal en sortie d'écran en NCA parce qu'il peut shooter de très très long. Et comme tu peux shooter comme en NCA, la ligne est un peu plus proche et que dès qu'il y a un peu des écrans vers la ligne à 3 points, les défenseurs osent pas sortir. Notamment, je l'ai vu contre Virginia, bah, il s'est mis derrière, 1 mètre derrière et il n'y avait pas vraiment de problème pour lui. Ouais, c'est vraiment, c'est magnifique ce qu'il propose au tir et surtout, c'est pas que cette année. Genre, il est à 41% en carrière en NCAA sur plus de 510 tentatives, donc c'est un shooter. Ouais, absolument. Romain, simplement pour expliquer, il y a une question de jeu de jambes aussi. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est sa capacité à, peu importe la course qu'il a faite avant, se remettre dans ses propres appuis et arriver pour déclencher très vite le tir, quoi. Ouais, il est très bon pour se resituer, c'est-à-dire ce que font les joueurs vraiment efficaces comme ça, c'est qu'ils sont capables, en étant dans le mouvement, de se rééquilibrer, de se resituer très rapidement et parfois même sans être forcément face au cercle, au moins de savoir où il est, quoi. C'est vraiment de recontextualiser les choses. Faut être très fort sur la coordination entre l'œil et la main pour ça notamment. Mais non, une capacité à tirer d'à peu près partout et
et surtout de loin, qui peut permettre de compenser beaucoup de choses, notamment les aspects défensifs que moi je trouve pas forcément scandaleux, parce que bon, clairement, c'est quand on draft un joueur comme ça, ou quand on s'intéresse à un joueur comme ça, si on le prend pour qu'il défende, on fait une connerie à mon avis. Mais il est quand même capable de faire le minimum syndical à mon sens, donc ça reste pour moi, ça reste un joueur dans le tir, un joueur de haut niveau. Le seul questionnement que j'ai à l'heure actuelle réellement, il va être sur la vitesse globale. C'est-à-dire qu'il dégage pas, il dégage une impression d'équilibre, de sérénité, de maîtriser, de distance, de tout ce que tu veux, mais dans les courses, dans l'exécution, je vois pas la vitesse, je vois pas la vitesse, je vois pas le sprint, je vois pas. T'as pas vu des choses comment dire, extrêmement difficiles. T'as vu des choses difficiles, mais t'as pas vu des choses très. J'ai vu des choses difficiles à réaliser techniquement, j'ai vu des choses très bien exécutées techniquement, mais j'ai pas vu l'explosivité et la vitesse. Je cherche des exemples comme ça, on va pas le comparer à des gens qui sont pas à son profil, mais donnez-moi des noms de joueurs capables de tirer d'aller vite que je. Klay Thompson. Ouais, ça me. Ouais, il y a pas. Bon, après, c'est l'extrême, hein, évidemment. Après, c'est l'extrême. Duncan Robinson. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Duncan Robinson avait un peu cet aspect-là quand même. Hein. Ben, je sais pas, effectivement. Je sais pas si tu t'accordes avec moi là-dessus, mais Duncan Robinson, il y avait cet aspect, on l'avait pas trop vu sprinter non plus. Il avait pas. Après, il a beaucoup bossé avant d'avoir du temps de jeu en NBA. Hein. La partie 3, l'évolution du rôle de Corey Kispert. Et là, je vais donner la parole à Julien, qui est le spécialiste de la conférence de Gonzaga ici, parce que on parle de Gonzaga, on parle entre personnes qui connaissent cette équipe, c'est une écurie majeure de NCAA. Maintenant, Julien, qui entoure Corey Kispert, pour ceux qui ne connaissent pas du tout vraiment la NCAA, qui tomberaient sur ce podcast pour se renseigner sur Kispert, voilà, qui joue dans cette équipe, quel est le rôle de Kispert, et qu'est-ce qu'il a autour de lui. Sur l'équipe, en fait, là, cette année, il a une traction arrière, c'est comme ça qu'on dit, vraiment doué, quoi. Vraiment doué. Bon, il y a Jalen Suggs, c'est sûr, le freshman, qui éclabousse de son talent ce début d'année, quoi. Il y a pas d'autre mot. C'est de voir jouer, c'est quand même super beau, quoi. Et il y a une passe qui traîne là sur Internet, sur Twitter, là, vous l'avez vu. On l'a tous, la passe de quarterback de Jalen Suggs avec la passe à terre, mais à 20 mètres. Après, il y a Ayayi, bien sûr, le français Joël Ayayi qui fait un super début de saison, quoi. Qui montre. Il est plus dans les tâches sombres un peu. Voilà, mais n'empêche qu'il. Comment dire, il fait pas mal de petits trucs aussi pendant les matchs qui aident tout le monde, quoi. Il aide tout le temps tout le monde, mais il prend sa part de lumière aussi, c'est bien cette année. Bon, j'aimerais bien qu'il doque un peu plus en contre-attaque, mais ça, c'est un autre sujet. Ce sera vous qui traiterez ça plus tard, je pense. Et puis, il y a Nembhard, c'est comme ça qu'on dit, Nembhard? Je sais pas comment on dit, Benoît. Nembhard, ouais. Ouais. Qui apporte aussi du peps, là, quand il rentre, et c'est c'est un joli joueur, hein. Vraiment. Donc voilà, ça, c'est la base arrière, puis, donc des gens sont des créateurs, voilà, c'est des bons passeurs. C'est eux qui font toute la création. Et on parlait aussi de la défense, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Et en fait, ils ont beaucoup, je pense, par rapport à l'année dernière, ils ont beaucoup déchargé Kispert de tout l'aspect, enfin, d'un gros aspect défensif, parce que Ayayi et Suggs, en défense, comme premier rideau, c'est infernal. Quand ils s'y mettent tous les deux, ça simplifie beaucoup le rôle de Kispert, lui qui a plus qu'à faire, qui a des choses à faire, il les fait bien, hein, mais ça lui simplifie le boulot. Et à l'intérieur, il y a Timmy, c'est ça, Drew Timme, voilà, qui fait un gros boulot cette année, qui s'est montré, qui s'est montré un peu l'année dernière et qui montre tout son talent, quoi. Fort joueur au poste. Voilà, c'est ça, mais qui peut aussi s'écarter pour shooter à 3 et voilà, puis il est capable aussi sur des petits moments de tenir le ballon, de trouver des ouvertures. Il sait faire les passes à Kispert aussi quand Kispert fait des coupes. Ils savent se trouver tous les deux. Ouais. C'est vraiment chouette à voir. Donc voilà, il est dans une Kispert, il évolue dans une académie de basket, ça c'est sûr.
Et par rapport à ce que disait Romain sur ses déplacements, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'en fait, je vais exagérer pour faire comprendre, je sais pas comment dire ça, mais parfois il se promène quoi. En fait, il connaît tous ses déplacements, il savent qu'on va le trouver, il sait qu'on va le trouver. Donc en fait, parfois moi j'ai l'impression qu'il se promène quoi. Vraiment, il regarde même plus derrière lui, il se promène, il va dans son spot, il sait qu'il va couper à ce moment-là, il le fait, il trouve le ballon, il shoot quoi. Alors c'est vraiment très Et ça, c'est caricatural, mais voilà, ouais. Ça, c'est la conséquence aussi d'une équipe qui exactement, domine quand même ce début de exactement. saison. Hein. C'est ça que je voulais dire quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça explique aussi peut-être, même si bon, ils ont joué des grosses équipes, mais c'est juste ils pètent tout le monde de 20 points. Donc à un moment donné, Après, c'est des victoires qui se effectivement. dessinent quand même. Hein. C'est pas tout de suite le blowout, genre à 10 minutes de la première mi-temps, c'est fini quoi. C'est ouais, Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais donc contexte ouais, plutôt très favorable, favorable si et je ça peux l'aide beaucoup. résumer. Et pareil, je finis hein, juste là-dessus. Tu m'as lancé ces turnovers. Je sais pas si vous avez vu, ça a baissé et parce que Ouais. voilà, je pense qu'aussi là cette année avec Suggs qui est arrivé, ça le décharge encore plus de toute la partie création, qui faisait déjà pas beaucoup. Et voilà quoi. Mais il est à plus Oui, de oui. passes Ouais, ouais, par parce match. il sait par rapport au jeu d'équipe, il sait où vont aller tout le monde, quoi. C'est vraiment hyper structuré comme Ouais. joueur. Mm. Là-dessus, peut-être juste un mot, Ben, tu nous disais avant le podcast avoir regardé du Gonzaga toute la journée. C'est quand même le genre de contexte qui favorise la cote d'un joueur, le fait de jouer dans une équipe comme ça qui fonctionne bien, qui tourne avec des arrières qui sont, enfin Jalen Suggs, c'est peut-être c'est probablement un top 7-8 de la draft et il y a des matchs où il prend que 5-6 shoots quoi. Oui, absolument, mais il va appeler un joueur comme Corey Kispert va appeler à un style d'équipe qui va avoir les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'un joueur pour apporter pour initier l'attaque, il va avoir besoin de joueurs pour finir, il va avoir besoin de pièces complémentaires. Donc, Mm. moi, j'ai Boston en tête pour Corey Kispert, mais il va se ramasser dans une équipe comme ça qui est déjà très ordonné, qui a besoin d'un joueur qui connaît ses responsabilités par cœur. Comme le disait si bien Julien tantôt, il connaît ses responsabilités tellement sur le bout des doigts que c'en est presque caricatural. Ouais. Alan, sur le contexte, est-ce que toi, tu aurais tendance du coup à relativiser les performances de Kispert ou pas? Non, j'ai plus tendance à relativiser celle de Suggs, mais c'est un autre débat qu'on aura plus tard, je Ok. pense. Mais sur Kispert, non, parce que c'est un role player et ça l'est déjà et ça le sera. C'est un joueur, comme tu l'as dit, 93% de ses tirs en catch and shoot. Il prend plus de 50% de ses tirs à 3 points en carrière. Donc c'est un spécialiste, c'est déjà un spécialiste, ça sera un spécialiste, je pense, Hmm. en NBA. Et c'est toi qui le faisais remarquer un peu l'an passé. On voit comment les spécialistes du tir ont tendance à être très très haut draftés ces dernières années. Je pense que bah, s'il continue, il va finir très très haut. Et oui, il a l'avantage par contre, oui, de jouer à Gonzaga. Je pense qu'il a une des paces les plus rapides du pays. Euh, il y a très très peu de jeux placés, beaucoup de transitions. Ça pousse vite la balle Hmm. après le ballon. Il y a du spacing, il y a des intérieurs qui tirent. Ça sait poser des écrans. Donc ouais, c'est un contexte très favorable. Mais pour lui, c'est peut-être ce qu'il retrouvera aussi à l'étage pro. Peut-être, mais ça booste un peu effectivement si on regarde juste les chiffres bruts, ce qu'il faut pas faire, hein, Complètement, ouais. mais ça booste un peu les chiffres bruts. Romain, tu nous parlais d'un joueur qui vient de Seattle. Est-ce que tu as gratté du contexte familial autour de Corey Kispert? On va passer un peu à l'aspect psychologique. Non, j'ai pas gratté du contexte familial. J'ai regardé un peu le lycée d'où il est passé. Je vais vous retrouver ça tout à l'heure pour voir un peu. Ce que j'aime bien regarder ça, savoir s'il y a Hmm. des gens qui Il y a sortent une du. histoire. En attendant que tu trouves, Ben, est-ce que toi, je sais que tu es notre spécialiste pour regarder les interviews et autres moments médiatiques des différents prospects. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de Kispert
voilà, comment il s'exprime par rapport aux médias et même comment il est sur le terrain, quel type de joueur il est. Est-ce qu'il est déjà dans son rôle de role player, justement? Ben, déjà là, j'ai un peu de background familial. Pour vous, Corey Kispert, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très aisée. Il vient pas d'une famille de basket, mais il vient d'une famille très aisée. Pour vous donner un exemple, ils viennent d'une banlieue de Seattle, de Edmonds, et ce qui est à 5 heures de route de Spokane, où Gonzaga joue, et sa famille vient le voir jouer en avion. Ok. Ils sont aisés à ce point-là. Donc, Donc il pouvait Corey pouvait Kispert rester 4 ans en NCAA, il n'y avait pas besoin d'aller chercher un salaire NBA, quoi. Exactement, mais c'est vraiment un détail très important parce que lui et sa sœur sont deux athlètes. Il y a une sœur jumelle qui s'appelle Casey qui est joueuse de volleyball à Seattle Pacific University où leur paternel travaille. Et ils ont été formés, ces deux enfants-là, avec une éthique de travail absolument incroyable. Et ça fait en sorte qu'ils ont été capables, que les parents ont été capables de leur donner toutes les chances de réussir et les deux en ont visiblement profité. Un détail qui m'a marqué en entrevue avec Corey Kispert, c'est qu'il a expliqué qu'il est demeuré à Gonzaga au lieu d'aller à la draft parce que il allait pouvoir prendre un plus gros rôle, donc travailler plus d'aspects de son jeu pour pouvoir devenir un joueur plus complet. C'est une décision qui est vraiment très mature à prendre. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'argent, donc il y avait le luxe pour pouvoir prendre cette décision-là. Mais c'est quand même quelque chose qui témoigne d'une très grande discipline mentale. On a aussi un autre détail aussi qui est très important, c'est qu'il a gradué l'année dernière. Donc, une partie de ses exploits cette année peuvent s'expliquer par le fait qu'il travaille toute la journée. Il bosse dans le gym ou il bosse Il n'y a plus de cours, quoi. à la salle toute la journée. Exactement. Il y a plus de cours, donc il peut se concentrer à 100% sur le basketball. Donc, ce qui fait apparaître cette décision-là de rester une année de plus comme absolument Par génial. contre, ça veut dire que quoi, il a un an d'avance sur le cursus universitaire ou il a Ouais, fait tu peux graduer en 3 ans en fait. Tout dépend de si tu quittes tes crédits assez vite, tu peux graduer en 3 ans. D'accord. Si tu prends des classes Ouais, d'été parce et qu'il tout a ça. que 20, il a que 21 Ouais, oui, ans. il est pas, alors c'est un senior, mais c'est un jeune senior, Corey Kispert, puisqu'il aura 22 ans l'année prochaine. Si la 99. draft a lieu comme prévu, on est sûr de rien, au mois de... Ah bah non, en plus on sait pas encore. Bref, Après, à juillet, je crois. l'été, Juillet. quoi, il aura 22 ans. Et dernier truc Vas-y. sur son histoire, quoi. Son grand-père était footballeur professionnel, hein, Oui, au Jack. oui, j'allais le mentionner. Je te laisse finir, Romain. Pardon. Non, vas-y. Oh non, c'est tout. Non, et en fait, il a un grand-père qui voulait qu'il soit footballeur, c'est ça? T'as lu ça aussi, Romain? Oui, exactement. Ouais. Oui. Dans le football américain. Il a joué pour les Jets. Il a joué pour les Jets de New York dans la NFL pendant 5 ans. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui a fait le camp d'entraînement ou quoi que ce soit. C'était vraiment un athlète professionnel. Est-ce que les Jets gagnaient des matchs à l'époque? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils faisaient exprès d'en perdre? Pardon. Romain, t'as retrouvé les référencements du lycée ou pas? Ouais, donc en fait, il y a pas grand monde. C'est improbable, il y a un joueur qui est actuellement à Charleville-Mézières en National 2, qui est passé dans le même lycée que lui. Mais non, il y a Martel Webster qui est du même lycée, qui est à New Orleans. Mais bon, c'est déjà la génération d'avant, parce que Martel Webster, c'était un peu le même profil quand même. Je vais juste... Ça ressemblait un petit peu, ouais, complètement. Je déteste pas la comparaison. Il était plus grand. Il était plus grand. Et puis après derrière, bon, il y a des glorieux inconnus, dont une joueuse qui s'est perdue sur le championnat irlandais, mais il y a rien de très solide. Le fameux championnat irlandais féminin de basketball qu'on conseille à tous les amateurs. C'est ça. Les autres aspects du jeu de Corey Kispert, on a parlé de son shoot. Pour être un role player efficace en NBA, un spécialiste du shoot, on connaît Duncan Robinson, on connaît Cameron Johnson pour les citer dernièrement, enfin les dernières années plutôt. Alan, on a besoin de quoi d'autre et est-ce que Corey Kispert l'a? Pour moi, 2 choses. On a besoin de pas casser le jeu en attaque, c'est-à-dire de pas faire des mauvais choix
avoir un dribble vraiment trop problématique, faire des mauvaises lectures, pas faire la bonne passe juste quand il faut. Et on a besoin d'une certaine, pour les ailes, une certaine taille et un poids minimal pour pas se faire cibler et pas être benché dans les confrontations de playoff. C'est les deux choses que je retiens et que des joueurs comme Robinson et Harris ont réussi alors qu'on aurait pu penser qu'ils les avaient. Harris, lequel? Joe Harris. Joe Harris, merci. Mm. De Virginia à l'époque. Ouais. Ben, est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu peux me dire de son dribble? Romain parlait de, effectivement, beaucoup de ligne droite. J'ai noté pas mal de main gauche aussi. Il drive main gauche, peut-être parce qu'on lui coupe la main droite sur le tir aussi. Mais... Il drive main gauche, mais il finit main droite beaucoup. Hein. Mm. Il y a eu beaucoup de lignes droites. En transition, il est capable de shifter. Il est beaucoup plus à l'aise à dribbler est-ouest en transition. Mais sinon, ouais, je dirais même que il est moins confortable avec le ballon dans ses mains que simplement pour dribbler. S'il y a à faire plus qu'une ligne droite, il va être beaucoup plus il sera beaucoup moins confortable que s'il a créé quelque chose pour lui-même. C'est pas un joueur, c'est pas ce type de joueur-là. C'est pas un Dylan Brooks, par exemple. C'est pas quelqu'un qui va créer quelque chose à partir de son dribble. C'est pas quelqu'un qui va mettre de l'espace. C'est quelqu'un qui va utiliser le dribble à des fins vraiment extrêmement pratiques. C'est pas un gars qui est créatif du tout. Quid de la prise de décision? Puisque Alan parlait de ça, c'est prendre la décision au bon moment en fait. Il y a des stats qui peuvent nous donner un aperçu. Julien, tu parlais de ballon perdu tout à l'heure par rapport le ratio. De toute façon, passe décisive, ballon perdu, c'est un indicateur certain. Il a 12% de passes décisives cette année, 6% de ballons perdus seulement, mais en carrière, il est plutôt sur un ratio négatif quand même. Julien, sur ce que tu as vu, sur les matchs que tu as vus, est-ce que c'est quelqu'un qui prend des décisions bien, premièrement, rapidement, deuxièmement? Comment dire, il est appliqué, quoi. Je trouve qu'il est appliqué, quoi. Il est appliqué dans le sens je suis le texte ou dans le sens je sais ce que j'ai à faire? Ouais, il fait plutôt ce qu'il a à faire, quoi. Moi, j'ai l'impression. Il fait des passes, là, cette année, il fait des passes assez sûres, mais très simples, quoi. Il sort pas du texte, hein. Il fait des choses toujours dans le sens du jeu, c'est propre, quoi. Mais il n'y a pas de prise de risque, quoi. Ouais, c'est des passes à deux mains. Oui, c'est pas quelqu'un qui va réussir à créer, comme disait Ben, grâce à ça. Alan, défensivement, qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce que tu lui trouves pas? Alors, il va pas se faire viser 2 m 99 kg. C'est pas forcément le profil qu'on vise, sauf si c'est assez lent sur les appuis, notamment au latéral. Comment on est de ce côté-là? Ouais, pour moi, c'est un peu le souci quoi en défense. Se déplacer latéralement. En termes d'anticipation de lecture, ça va. Bah, c'est un joueur qui aura fait, je pense, plus de 100 titularisations en NCAA. Donc, sur ça, l'expérience, ça va. Mais ouais, sur les joueurs plus petits, il se fait passer. On va pas se mentir. Il a pas non plus une envergure énorme pour si jamais il doit venir au contre ou potentiellement embêter un joueur sur un joueur qui voudrait accéder au cercle. Et oui, il est pas une très grosse vitesse de pied, je trouve, pas très bon en mouvement. Pas très bon en mouvement proche du ballon. Loin du ballon, ça va parce que il a une bonne appréhension défensive et aussi il joue beaucoup la carotte, j'ai l'impression, mais ça c'est expression magnifique. Mais, c'est-à-dire qu'il joue plutôt numéro 9, quoi. C'est ça. Bah, Gonzaga, ça va tellement vite en contre-attaque que des fois, il zone un peu derrière la ligne à 3 points et puis il va pas du tout au rebond défensif. Et puis, c'est un joueur que... Oui, d'ailleurs, il a un ratio de rebond très faible par rapport à sa taille. Ouais. Ça peut être une explication. Absolument. Romain, tu es donc revenu, on t'avait perdu. J'ai plus de son. T'avais plus de son, bah écoute. J'ai trouvé un candidat All-Name Team d'ailleurs que je vous partage à l'heure actuelle. Ah oui, Leroy King, bien sûr.
C'est team redondance, là. Ouais, effectivement, effectivement. Romain, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le côté justement prise de décision de Corey Kispert? C'était plutôt satisfaisant, prise de décision que ce soit offensive et défensive d'ailleurs. Ouais, je trouve que globalement, ce qu'il fait en attaque est assez juste. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a cette capacité à franchir qui est pas forcément toujours très claire dans les duels, hein. Dès qu'il y a un peu de contact, c'est difficile. Après, il a une qualité d'appui qui est plutôt pas mal, donc il est capable de lire les espaces correctement. Il se pose pas de questions au moment de tirer. Ses choix de tir sont quand même rarement forcés ou rarement pas justifiés. Défensivement, je rejoins ce que dit Alan, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Après, je trouve qu'il fait les efforts malgré tout. Mais bon, le lien, si le grand-père était footballeur US, qu'on prend un peu plus de choses sur son format physique, parce qu'il est quand même assez dense, je trouve. Ouais. Puis bon, non, pour moi, le meilleur indicateur chiffré pour la prise de décision, c'est le nombre de balles perdues. Alors certes, il fait pas forcément des masses de passes, mais bon, il perd moins de ballons par match. Ouais. Et il a une rentabilité sur le tir, il a 75% à 2, 50% à 3, 87% au lancer. Non, je t'ai plus les coupées pleines, quoi. Ouais. Je veux dire, bon, c'est le produit. Pour moi, le produit est fini et abouti à l'heure actuelle. La question après, c'est l'upside, c'est la transposition dans le jeu NBA qui va aller plus vite, où il y aura inévitablement des gens beaucoup plus athlétiques et beaucoup plus agressifs. Une pression défensive également qui sera différente parce qu'il sera ciblé comme spécialiste, il sera ciblé. Après, est-ce que ça peut se projeter? C'est plus grand qu'un JJ Redick ou des profils comme ça. C'est la Donc, même taille que Duncan Robinson. Voilà, c'est ça. C'est plus grand et un peu moins rapide que du JJ Redick, c'est pas tout à fait le même profil, mais je pense que son gabarit fait que ça peut peut-être se transposer. Voilà, on va dire. Ouais, bah s'il shoot avec le même pourcentage, évidemment, évidemment que ça peut se transposer. Il fait le gabarit de Kyle Korver, à peu près. Kyle Korver était à 2,1, 96 kg. Là, on est sur du 2 mètres, 100 kg, donc l'un dans l'autre. Bon, on va pas non plus comparer ce qui est pas comparable, mais... Et c'est pas la même vitesse d'exécution. Non, par contre, Kyle Korver va beaucoup plus vite, son tir est plus haut et c'est plus rapide dans l'exécution. Ouais. Voilà, mais il y a un espèce de début de ressemblance capillaire, puisque Kispert se laisse pousser les cheveux, il joue avec un... Le projet capillaire, moi je préfère celui de Time, hein, personnellement, en termes de projet capillaire. Il a un côté... le combo bandeau-moustache est quand même beaucoup plus... correspond beaucoup plus au côté un peu Grand Ouest, là. C'est le côté un peu hippie autour de l'État de Washington. C'est nord de la Californie. On est plus sur ça, quoi. Yeah. Ouais, c'est limite... on est limite dans le film avec Will Ferrell, dont j'ai oublié le titre, là. Hein, tu le mets au Flint Tropics, je pense qu'il peut tout à fait jouer. Il y a une cohérence. Ben, un dernier mot sur les capacités techniques et mentales de Corey Kispert. On a un peu parlé de son jeu sans ballon. Moi, je trouve... J'en ai parlé. Tu l'as mentionné, pardon, effectivement. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail, Ben? Bah ouais, c'est un joueur, offensivement, c'est un joueur qui est... J'aime beaucoup de difficulté à utiliser le mot expert, mais genre qui est d'une efficacité redoutable à courir autour d'écran, à shooter en sortir d'écran. Il fait des bonnes coupes au panier aussi. Moi, j'aime beaucoup sa finition au panier, personnellement, côté capacité technique. Il ne finit pratiquement que d'une main, mais il trouve toujours une façon de positionner son corps pour être capable de réussir ou d'avoir une faute. Défensivement parlant, c'est quelqu'un qui fait des petites choses, qui donne des options à ses gardes, qui met un écran, qui va dégager son gars de la raquette. Je suis vraiment pas inquiet qu'il va trouver sa place en NBA. Je pense pas qu'on doit s'attendre à avoir un grand joueur ou une superstar, mais alors, enchaîne, tu le draftes où? Tu le draftes à quel niveau? Moi, je le draft une équipe gagnante de fin de premier tour qui veut une arme supplémentaire, un Philadelphie, un Boston, un Miami, entre 22 et 32. C'est bien. J'aime les fourchettes précises comme celle-ci. Julien, est-ce que tu le vois en fin de
parmi cette écurie de Gonzaga, est-ce que pour toi c'est peut-être le deuxième meilleur prospect? Il y a beaucoup de prospects dans cette équipe. C'est pas une question facile, ça. C'est pas très simple. Ah bah non, j'ai pas Mais dit nous ne que sommes j'avais pas là posé pour faire une dans la question facilité, facile. monsieur. Mais c'est clair, mais non. Euh, ouais, ce qu'il y a, c'est que la draft va être chargée là cette année, donc je sais pas. Après, comme disait Alan, le gars il fait plus de 2 mètres, et c'est un shooter. Il est pas ridicule en défense, donc ça se draft quoi, comme on dirait. Voilà, ça se draft. Ouais, C'est un profil en demande. Ouais, exactement. absolument. Alors, Alan, est-ce que toi tu le draftes top 20? Est-ce que tu penses que ça peut être Duncan Robinson, puisqu'on est là-dessus? Ça serait incroyable parce que de Robinson, franchement, ce qu'il fait, c'est du grand n'importe quoi en termes d'adresse. Mais je le draft dès 15, je pense. J'y pense dès 15, ouais. Ouais. J'y pense dès 15. Je suis de plus en plus. Je trouve que c'est une très très bonne draft pour l'instant, hein. On sait pas, on est qu'à un mois et demi de compétition en haut, mais ça manque de ventre mou, Ventre et mou, donc j'irais plus sur un joueur comme ça, assez haut. Mm. Donc ouais, j'y pense des 16, ouais, à la sortie de loterie, quoi. Mais c'est étonnant quand même la différence entre l'année dernière et cette année quoi. Pour lui, sa position à la draft tout d'un coup. C'est Avec à peu près les mêmes qualités, peut-être qu'il pesait 5 kilos de moins l'année dernière, mais sa cote a monté en et un c'est mois, pour ça que quoi. je parlais du contexte tout à l'heure que tu as très bien détaillé. Il y a aussi un côté Gonzaga et hype, et que Alan le veuille ou non, Corey Kispert s'en sort bien grâce à ça, Complètement, complètement. parce qu'il y a de l'exposition. On sait ce qu'on achète en gros avec Corey Kispert. C'est d'autant plus vrai, là on le voit en ce moment avec les joueurs qui entre guillemets surprennent en NBA. Ça va faire plaisir à Alan. Peyton Pritchard, c'est un joueur, Incroyable. mais non, mais c'est un joueur qui a fait 4 ans à la fac, qui a progressé chaque saison et qui était reconnu, tout le monde le savait, qui avait une éthique de travail de malade. Complètement. Donc, et il réussit en NBA. Donc Corey Kispert, le chemin est tracé, il suffit d'y aller. Nous allons passer pour les 3 dernières minutes à l'obsession de Ben. C'est le retour de la chronique préférée des Français et des francophones. L'obsession de Ben. Ben, c'est à toi. À la demande générale, on m'a demandé de revenir avec une obsession. Donc, je veux vous parler, les gars, du prochain petit Québécois dans la NBA qui, bizarrement. qui fait écarter beaucoup d'yeux, puis qui a un profil légèrement différent des Lugansdort et des Karim Mané qui se sont présentés à la draft devant lui. Bénédicte Mathurin, qui joue pour Arizona, qui est au départ supposé être un joueur qui allait être là pendant 4 ans, qui allait se développer, mais qui prend les rênes de l'équipe comme si c'était un taureau en feu. Bénédicte Mathurin, c'est un énorme poste 2. Il fait 6'7", 195. Il a le shoot le plus étrange au monde. On dirait qu'il danse le twist avec le bas du corps. C'est un peu... on dirait qu'il y a un plus là-dedans parce que Steph Curry tourne un peu le côté de son corps pour lui donner un peu plus de puissance à son tir. Mais Bénédicte Mathurin le fait vraiment beaucoup. Ça lève pas haut non plus, mais il est tellement grand pour sa position que ça ne dérange pas vraiment parce qu'il est capable de tirer par-dessus les gens. Il shoot cette année 49% au total, 41% à 3 points. C'est un joueur physique, long, emmerdant à affronter, qui est capable de créer son tir, qui est capable de défoncer tout le monde en se rendant au panier. C'est très, très intriguant de ce côté-là. C'est un gros défaut, par exemple, qu'il a, c'est qu'il n'est pas un passeur, c'est-à-dire qu'il est capable de mettre des œillères vraiment très rapidement, de rentrer dans des prises à deux et de s'amocher au cercle. Bénédicte Mathurin, gardez un œil dessus. Moi, je l'ai, je crois, 25e dans
dans mon big board ici, mais c'est un joueur qui va monter, qui est amené à prendre beaucoup plus grandes responsabilités. Si je ne m'abuse, c'est lors de leur victoire en deuxième overtime contre Washington State, ça a été sa première titularisation. Et on précise que Arizona n'ira pas à la March Madness si March Madness il y a, puisqu'ils se sont auto-sanctionnés. Puisque maintenant... Alex, j'aimerais qu'on arrête de mentir à nos auditeurs. Personne ne nous fait signe, nous n'avons pas de régie. Ah, effectivement. Aussi, je voulais vous mentionner. Non, mais effectivement, c'est ce que tu dis. Alors, il y a plusieurs petites choses par rapport à lui. Déjà, si vous voulez le voir, c'est maintenant, parce qu'on va pas voir Arizona pendant très longtemps. Et derrière, il sort en fait de l'académie NBA là, qui est à Mexico City. Alors, la NBA commence à s'implanter un peu partout dans le monde. Ouais, absolument. Elle arrive en Espagne aussi très bientôt. Je crois que c'est à Madrid. Je sais plus si c'est à Madrid ou à Valence qui s'implantent l'un ou l'autre. Madrid, je crois. Et il y a un joueur de Gonzaga à l'heure actuelle qui est sorti de la même. C'est Monsieur Oumar Ballo, qui est d'origine malienne et qui est passé par l'Espagne et qui est maintenant qui est passé donc par cette académie en Amérique du Sud et qui est aujourd'hui à Gonzaga. Ouais, absolument. Un mot, Julien, c'est aussi ta zone, ça tombe très bien. Incroyable. Alors, ouais, je l'ai vu jouer, mais comme c'est un gros prospect, tu vois, je les laisse généralement. Moi, je m'occupe des gars un peu plus sombres. Mais en fait, j'avais regardé au début de l'année, je l'avais trouvé hyper nerveux, mais ça fait partie de son caractère, quoi. Il avait l'air assez frustré sur les premiers matchs. Alors, je sais pas si c'est parce que il avait pas son temps de jeu ou alors qu'il faisait des stats déjà. Mais je l'avais trouvé un petit peu énervé, quoi, sur le terrain. Un peu comme Zaire Williams. Je sais pas si Zaire Williams, je sais pas si vous l'avez vu au début de l'année, là. Il pétait un peu les plombs contre les arbitres. Ouais, je l'avais trouvé très, enfin, c'est son caractère, quoi. C'est comme a dit Ben, il est explosif, hein. C'est un gamin explosif, autant physiquement que dans son caractère, quoi. Et là, Ouais. Et là, il prend, comme a dit Ben, quoi. Il a massacré Washington State, quoi. Ils étaient mal partis dans le match, là. Parce que c'est une équipe particulière comme Arizona à avoir joué, hein. On sait jamais trop où ça va, ça part dans tous les sens. Mais ils savent pas non plus, hein. Mais s'il peut développer un des instincts de passeur, Bénédicte Mathurin, il a le profil rêvé d'un poste 2-3 NBA. C'est sûr qu'il va finir ses jours en poste 3, mais il a le profil rêvé d'un poste 2-3. Il est long, il est athlétique, il sait shooter. Et si vous avez la chance, oui, il est très costaud. Si vous avez la chance de l'écouter en entrevue, il a aussi la voix la plus sexy de toute la NCAA. Il sonne comme Barry White. Alors, tu nous as parlé de twist et de voix sexy. Moi, ça me fait penser à Johnny Hallyday. Viens danser le twist, la version française de Let's Twist Again. On vous laissera avec ça. Merci à tous les quatre. Vous pouvez retrouver le profil de Bénédicte Mathurin, le profil de Correct Expert sur le site d'envergure.co, des scouting reports aussi, des vidéos sur notre compte Instagram pour l'œil fixé vers la draft 2021. On aura aussi des petites interviews à venir, interviews surprises avec des prospects. Je vous en dis pas plus. Ciao tout le monde.